Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clément Beaune, ancien ministre délégué à l'Europe, ancien ministre des Transports. Vous êtes aujourd'hui haut commissaire au plan. Je dis bien haut. On ne dit pas commissaire au plan, mais c'est haut commissaire au plan. C'est pas moi qui ai choisi, mais vous savez, c'est un titre. titre qui existe depuis longtemps en fait, Oui, parce que le premier c'était Jean Monnet qui lui était commissaire général, donc ça a pu changer, mais commissaire général. Voilà, c'était le titre historique choisi par le général de Gaulle en 1946, oui. Et ça a changé depuis, mais il y a toujours eu un plan en France, quels que soient les gouvernements. C'est intéressant parce que ça a été décidé par le général de Gaulle. Oui. C'est vrai, la création de ce commissariat au plan. Absolument. Commissariat au plan chargé de réfléchir finalement au chemin à prendre pour améliorer la situation de la France et des Français, c'est ça? Oui, et c'était aussi dans une période de reconstruction, alors reconstruction physique, évidemment oui. Après-guerre, en 1946, c'était la dernière décision du général de Gaulle quand il était à la tête du gouvernement provisoire de la République, janvier 46, on va fêter les 80 ans l'année prochaine. Il n'y a jamais eu de suspension, de suppression du plan, on a changé de nom parfois, aujourd'hui oui. On parle de France Stratégie, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est une des rares institutions qui a survécu à 2 républiques, à 53 gouvernements et à toutes les alternances, donc j'espère qu'il y a quand même un intérêt à la chose, je vais essayer de le démontrer. Et puis, ça a été créé en 46 pour cette reconstruction matérielle, cette reconstruction des idées. Il y a toujours eu en fait 2 idées constantes dans le plan, puisque le premier commissaire au plan choisi par de Gaulle, c'était Jean Monnet, pendant 6 ans. Ces 2 partis pris, c'était la production, la croissance, il faut produire, travailler, et puis l'Europe. Parce que Jean Monnet, on le sait, a été donc le premier commissaire général au plan, mais aussi l'un des pères le père de l'Europe avec Robert Schuman. Il avait quelques différences et même des divergences avec le général de Gaulle. Mais justement, on oppose souvent l'un à l'autre. À l'époque, des personnes de sensibilités différentes devaient se parler, leaders syndicaux, leaders patronaux, les différents partis politiques. Et c'était aussi l'esprit du plan qui était un lieu d'accueil. Et je vais relancer ça avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux. Parce que si on ne fait pas des constats partagés, qu'on n'a pas des solutions communes, je pense qu'on n'y arrive pas. Alors, la différence, par exemple, avec la Cour des comptes, c'est que vous n'êtes pas indépendant du pouvoir politique. Alors, il y a une forme d'indépendance, je vais venir, mais vous êtes nommé par le président de la République. Bien sûr. C'est pas la Cour des comptes. Non. La Cour des comptes. Mais quelle est votre indépendance, quand même? Alors, on n'est pas la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle est reconnue par la Constitution. Elle a une indépendance, même s'il y a des nominations aussi par l'État. Mais c'est une juridiction, par ailleurs. La Cour des comptes, elle peut sanctionner un certain nombre de dérives financières et de gestion. C'est pas notre cas. Nous, on est, si je puis prendre cette comparaison, plutôt un think tank, pour le dire en mauvais français, d'État. Mais on est nommé rattaché au gouvernement, bien sûr, mais un peu comme, si je peux dire, le visuel public est dans l'État, mais au service du public et du pluralisme. C'est exactement la même chose pour le plan. Les débats qu'on a, les notes qu'on produit, les rapports qu'on met dans le débat public sont pour tous. Et d'ailleurs, on est obligé de publier tous nos travaux, il n'y a rien de secret. Et je le dis aussi, on doit, je pense, éclairer le débat public de la manière la plus honnête possible. Je vais prendre un exemple, parce que moi je veux qu'on démontre notre utilité le plus vite possible, sur la question de la défense. Oui. Vous voyez bien que c'est un débat de société. Oui. Bon, eh bien, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va publier une note d'éclairage où tous les débats qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il faut passer à 3% du PIB pour la défense? Certains l'ont dit. 5%, certains l'ont évoqué, ou d'autres pays européens évoquent cette chiffre. Combien ça fait de milliards d'euros? Comment ça peut se financer? Quelles sont les options? Et alors, je vous le dirai, et c'est encore un travail en cours. Non, mais c'est quelle piste? Il faut passer à 3, à 5%? Ça, c'est un choix politique, c'est pas nous qui allons le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va... Quelles recommandations faites-vous? On va recommander d'abord d'augmenter l'effort de défense, bien sûr, de l'européaniser en partie, parce que ce qu'on va montrer, nous on va pas choisir, on n'est pas le ministère des Armées, heureusement, on n'est pas le président de la République, c'est lui le chef des armées. Mais quand on regarde l'effort de défense qui va être fait en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe, c'est massif, et c'est sans doute inédit. Si on veut le réussir, il est clair qu'un des chemins, et c'est pas parce que je suis un ancien ministre des Affaires européennes ou un Européen convaincu, un des chemins, c'est d'avoir sur le plan des coopérations industrielles, sur le plan du financement budgétaire, une partie de l'effort au niveau européen. Tout le monde le sait. Attendez, Jean-Luc Bourdin, je reviendrai à ce moment-là. Ce que je veux dire, non mais d'abord, pardon. Je pense, vous avez vu beaucoup dans le débat public, au-delà des postures, de chiffrage de l'effort de défense qu'il faut faire quand on atteint 5% du PIB en 2030. Quand on atteint 3,5% en PIB, si vous voulez, on affinera tout ça, mais un ordre de grandeur, c'est que si vous êtes à 3,5% de notre PIB en défense, prendre cet exemple, en 2030, ça ferait un budget qui serait doublé par rapport à aujourd'hui. Il a déjà augmenté de 50% depuis 2017 et qui atteindrait autour de 120-130 milliards d'euros par an. 120-130 milliards de grandeur. Par an. Donc c'est ce genre de chiffres qu'on mettra dans le débat pour éclairer les options. Nous, notre boulot, parce que vous parlez d'indépendance, c'est pas d'être partisan,
Et c'est pas d'être un décideur, nous ne le sommes pas, je ne le suis pas. C'est en revanche d'éclairer le gouvernement, mais les groupes politiques du Parlement, le débat public, les médias, les citoyens, avec des chiffres, des indicateurs, des options. Alors je vais tester votre liberté, tiens, votre indépendance, Clément Beaune. Allez-y. Par rapport à François Bayrou, ce qu'a dit François Bayrou hier, qui nous annonce, qui a fait le constat que tout le monde avait fait déjà, 40-50 milliards d'euros à trouver d'ici 2026, notre pays ne produit pas assez, notre pays ne travaille pas assez, qu'est-ce qu'il dit ? Trop de normes, trop de charges, trop de dépenses publiques. Ça, vous êtes d'accord avec lui. Ça, tout le monde a fait ce constat. Vous le savez, beaucoup de gens le savent. Je pense que c'est quand même utile d'avoir dans le débat les chiffres. Oui, de le rappeler, mais c'est affreux d'avoir les chiffres partagés. Et puis, ce qu'a montré, moi j'ai assisté à la conférence de presse de François Bayrou hier. Vous étiez bien sûr, et d'ailleurs, le gouvernement a demandé à France Stratégie de faire une stratégie de finances publiques, pas pour l'année prochaine, ça c'est le rôle du ministère du Budget et des Finances, mais jusqu'à 2035 pour voir les grandes tendances. Quel impact la démographie a sur nos finances publiques. Alors, je rappelle que le plan et France Stratégie vont fusionner cet été. Oui, on pourrait y revenir, c'est une rationalisation, puisqu'on parle beaucoup d'agences en ce moment. Pour que ça coûte moins cher. Pour que ça coûte moins cher, que ça soit plus efficace aussi dans le débat public. Mais donc François Bayrou a donné des chiffres, je crois, des constats qui sont nécessaires. Et puis il a dit quelque chose, on a beaucoup parlé de constats difficiles, de cette alerte qu'il a passée. Mais il a aussi dit, c'est un effort qui est faisable, que d'autres pays européens ont fait, qu'on a parfois fait dans le passé, de réduire notre déficit de la sécurité sociale et de l'État. C'est possible. Moi, le message que je retiens, c'est aussi un message de faisabilité et de possibilité. Encore faut-il maintenant entrer sur le chemin, quoi. Bien sûr. Et prendre le chemin. Et on attendra le 14 juillet. Pour des raisons tactiques, politiciennes, franchement. Non. Alors, attendez. Bonne. Mais non, je peux vous répondre. Alors, moi, je ne le crois pas. Il y a deux choses. D'abord, François Bayrou a dit on va faire un peu plus tôt que d'habitude. Ça, je pense que c'est une bonne méthode. C'est vrai que c'est rare qu'en avril, le gouvernement, le chef du gouvernement, aille dire à tout le monde voilà à peu près le constat global, mais aussi pour 2026, l'effort à trouver d'à peu près 40 milliards d'euros. C'est rare qu'on le fasse aussi tôt. Et qu'il y ait un dialogue qui s'engage avec collectivités locales, les acteurs de la dépense sociale, les partenaires sociaux notamment. Parce que je rappelle que là aussi, pour donner un peu d'éclairage au débat public, on parle beaucoup en ce moment des agences, des comités, des opérateurs de l'État. Bon. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement le CNRS ou le musée du Louvre. C'est pas forcément des comités de Théodule. Bon. Et ça, c'est 5% de la dépense publique à peu près. L'essentiel de la dépense publique en France, c'est quoi ? C'est la dépense sociale, à peu près 50%. Les retraites. Ensuite, l'État, dont les retraites majoritairement. Ensuite, la dépense de l'État, dont on parle beaucoup, dont les opérateurs de l'État, ces agences qui sont une petite partie de tout ça, et puis la dépense locale, qui est à peu près de 20-25% de la dépense publique. Voilà, c'est pour remettre les ordres de grandeur en débat, c'est ce qu'a fait François Bayrou hier. Alors, on va prendre les 3 points. Et pardon, moi j'ai travaillé au ministère du Budget, ça a été mon métier au début de ma carrière, donc je suis un méchant budgétaire au départ. Le budget, ça se présente en septembre, et l'échéance de juillet qu'a évoqué le Premier ministre, c'est toujours une échéance à laquelle il y a un débat au Parlement, ou une sorte de première indication du budget qui est posée, donc c'est pas non plus... C'est pas pour éviter la censure. Voilà, c'est pas non plus, comme vous le dites, de la tactique, je ne crois pas du tout. C'est pas pour éviter la censure, non. Mais quoi éviter la censure ? Je ne sais pas, le 14 juillet de ne pas annoncer, ça permet de ne pas donner il va l'annoncer grain à moudre plus tôt que d'habitude, donc je ne pense pas qu'il y ait un évitement. Bon, Clément Beaune, regardons, vous avez parlé, effectivement, vous avez raison, les dépenses sociales. Tiens, intéressons-nous aux dépenses sociales. Les retraites, que faut-il faire ? Les retraites, il va bien falloir trouver des solutions, ça coûte une fortune à l'État. Oui, alors nous tous. La dépense sociale, pour redonner ses grands ordres de grandeur, c'est à peu près la moitié de la dépense publique. Exactement. Et la dépense de retraite, c'est à peu près les 2/3 de la dépense sociale. Donc c'est considérable, avec l'autre grande dépense sociale qui est la maladie, l'assurance maladie. D'abord, il y a une réforme qui a été faite. Oui. Moi, j'étais ministre des Transports à l'époque, je peux vous dire ça a tangué. J'ai défendu cette réforme. Moi, je viens plutôt du centre-gauche, je suis un social-démocrate, mais je pense que cette réforme était indispensable. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, qu'il y aura d'autres ajustements et d'autres réformes des retraites à faire à l'avenir. Bon. Ça, on le sait. On n'y coupera pas. François Bayrou l'a dit hier, notre pays ne travaille pas assez. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Alors, ça, on n'y coupera pas. Sans doute, mais je veux préciser aussi quelque chose qu'a dit le Premier ministre et qu'a dit la ministre du Travail. C'est très important. Quand on dit les Français ne travaillent pas assez, nous ne travaillons pas assez, il ne faut pas stigmatiser. Ça ne veut pas dire que nos heures de travail, chacun individuellement, sont plus faibles que les autres. En réalité, on n'est pas différent des autres pays à cet égard. C'est-à-dire, individuellement, on ne travaille pas beaucoup moins. On travaille à peu près comme les Allemands, à peu près comme les Britanniques. Un peu moins quand même, hein. Un tout petit peu moins, moins que les Américains. De moins que les Espagnols, 122 heures de moins que l'Allemagne et 164 heures de moins que les Italiens. Alors ça dépend quelle référence vous prenez. Si vous regardez un actif chaque année,
Il ne faut pas regarder par semaine, mais chaque année. C'est par an. Hein. Voilà, le nombre d'heures, ça on l'a montré hier, est à peu près équivalent en France, à quelques heures près, que ce qu'on trouve au Royaume-Uni ou en Allemagne. Moins qu'aux États-Unis et moins que dans d'autres pays européens, mais on n'est pas décalé par rapport aux autres pays. Là, on est décalé. C'est que notre travail collectif est moins important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des populations, des parties de notre population qui sont exclues du marché du travail. Les jeunes et les seniors. Les femmes et les seniors. Et donc, c'est pas que la question de la retraite, c'est aussi la question de la retraite, mais pas que la question de la retraite. Si, par exemple, on avait une participation plus importante des femmes au marché du travail, ce qui a longtemps été un de nos atouts, la politique familiale, la politique nataliste, qui l'est moins aujourd'hui, eh bien, vous avez partie du problème de financement du modèle social qui est résolu. Si nos jeunes, si le chômage des jeunes reculait encore, si nos jeunes étaient plus en emploi, comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas, comme en Suède, on résoudrait une large partie du problème de financement du modèle social. Est-ce qu'il faut remettre en cause les 35 heures ou pas, selon vous ? Mais moi, je pense que c'est devenu largement un faux débat. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'assouplissements. Et encore une fois, notre décalage principal avec les pays européens, c'est pas sur le temps de travail hebdomadaire ou le temps de travail annuel, c'est sur la participation à l'emploi. C'est-à-dire, c'est comme l'a dit Astrid Panosyan hier, je souscris, c'est des gens qui voudraient travailler. Oui. Et qui n'y arrivent pas parce que c'est le chômage, parce qu'il y a encore un problème de chômage. On est à 7% et quelques, c'est un peu mieux que ce qu'on avait fait. On a fait baisser beaucoup le chômage ces 7 dernières années, mais c'est plus que la moyenne européenne et que beaucoup des meilleurs élèves de la classe européenne. Et pardon, les retraites, j'ai lu de près la question. Alors, la première chose, c'est de ne pas revenir en arrière. Oui. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, même quand on est un social-démocrate, que l'âge de la retraite, dans les années qui viennent, ne devrait pas reculer, ne devrait pas baisser. Tous les pays européens sont au-dessus de nous. Et va même augmenter. Oui, alors sans doute il y aura ce débat. C'est un débat plutôt pour l'élection présidentielle. Moi, ma conviction, c'est qu'il augmentera plus tôt, mais que le vrai débat, c'est de savoir comment on va augmenter en différenciant. L'âge moyen, il va sûrement augmenter. Mais ce qu'on ne sait pas bien faire, objectivement, c'est le fameux débat sur la retraite à points, sur la pénibilité, sur les fins de carrière. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on avait travaillé en 2017-2018, qu'il faut reprendre, qui est la différenciation. C'est pas pareil quand vous êtes un chauffeur routier de partir à 67 ans, qui est infaisable, ou une infirmière, ou une aide médico-sociale, et moi, ou quelqu'un qui a une profession moins pénible physiquement. Bien, réduire le montant et la durée des allocations chômage, comme dans de nombreux pays d'Europe. Parce que de nombreux pays d'Europe ont pris des mesures drastiques. Je pense au Danemark, par exemple, hein, où il y a un montant d'allocation chômage unique, quels que soient les salaires touchés en activité. Moi, je ne veux pas faire le concours l'épine de toutes les pistes, mais ce que je dis, c'est que bien sûr, il y aura des efforts à faire sur les dépenses sociales. Ça concerne d'abord les questions de travail et de retraite. Oui. Toutes les autres pistes peuvent être regardées. Moi, quand j'étais député, il y avait cette réforme qui était proposée par le gouvernement à l'époque de Gabriel Attal sur l'assurance chômage. Moi, j'avais dit comme député mes doutes, parce que je trouvais que si on se focalisait sur le seul paramètre de la durée d'indemnisation, on passait à côté d'une partie du sujet, parce que les freins aujourd'hui à la reprise d'emploi, c'est pas seulement que vous avez une indemnisation trop longue, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue en moyenne que dans les autres pays européens. Donc il faudra se reposer la question. Mais c'est aussi, je l'ai vécu au transport, le logement et les transports. Oui. Qui font que beaucoup d'emplois sont des métiers en tension, parce que si vous ne trouvez pas dans l'hôtellerie-restauration des recrutements, c'est plus tellement des questions de salaire, parce que soyons honnêtes, les patrons de cafés, de restaurants ont beaucoup augmenté les salaires après le Covid. Mais c'est que dans les grandes villes, vous avez un problème de logement qui est encore beaucoup trop cher, vous avez un problème de transport pour aller en centre-ville quand vous êtes en banlieue. Là, le rôle du haut commissaire au plan est important. Exactement. Parce que voilà des politiques un peu abandonnées, le logement, les transports, c'est un peu mis de côté. Surtout, notre rôle, c'est le temps long. Et c'est pas prestigieux, on a l'impression que c'est pas prestigieux. Moi, je considère, bien sûr, c'est des politiques très importantes. Et bien sûr. Ce qui a reculé parfois dans la vie des gens, moi je prends l'exemple que je connais le mieux, qui sont les questions de transport, mais c'est exactement pareil dans le logement. C'est que les transports du quotidien se sont parfois dégradés. On a fait des progrès formidables sur des grands services publics. Exact. Les transports de pointe, le TGV. Vous êtes parisien, vous allez à Marseille, vous êtes Marseille, vous allez à Paris, formidable. Vous êtes, il y a un train de la colère qui monte à Paris ces derniers jours, vous êtes un Clermontois et vous allez à Paris, ou l'inverse, eh bien vous avez un temps de trajet qui s'est allongé par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a des services publics de proximité, et c'est ça des freins à l'emploi, c'est des freins à la compétitivité pour des villes ou pour des gens. On va travailler là-dessus, parce que là où on est utile, c'est quand on regarde le temps long, parce que c'est les ministères qui font le travail pour l'année prochaine ou dans 2 ans. J'ai fait ce travail quand j'étais ministre. Pour dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est à nous de faire ce travail. Et quand c'est un peu transversal, c'est-à-dire comment retrouver de l'emploi, c'est pas seulement la question de l'allocation chômage ou du salaire, c'est la question du logement, du transport. Et c'est
travaux globaux, on va les faire. Question Clément Beaune. Certains disent 10% d'abattement fiscal pour les retraités aisés, il faut supprimer. Non, mais je ne vais pas, rentrer dans toutes les mesures. Là, pour le coup, le gouvernement va construire un budget, il va se poser ces questions-là. La totalité de leurs complémentaires santé, je ferai juste une remarque, pas les actifs. Je ferai juste une remarque là-dessus, c'est que si on veut avoir un débat, vous avez exactement comme vous l'avez dit, il faut avoir un débat complet. Oui. Il ne faut pas opposer les catégories les unes aux autres. Et surtout, moi, je suis très surpris, les retraités, c'est la seule catégorie qu'on traite comme une forme de bloc. Oui. Bon, entre un petit retraité qui est au minimum vieillesse ou qui est en dessous du SMIC, c'est quand même une bonne partie des retraités, c'est presque la moitié de la retraite des retraités, et ceux qui sont à 3 ou 4 fois le SMIC en retraite, des pensions élevées, c'est pas du tout la même vie. Les actifs, on ne traite pas quelqu'un qui est ouvrier ou qui est dans une famille monoparentale avec 2 enfants et qui a des salaires très justes, et quelqu'un qui gagne 7 fois le SMIC, on ne les traite pas pareil. Les retraités, c'est pas un bloc. Et donc le raisonnement sur les retraites globalement, le niveau des pensions globalement, la désindexation, l'indexation des pensions globalement, je pense, nous met un peu dans l'impasse parce que il ne faut pas traiter les gens comme s'il n'y avait pas de différence de revenus entre les retraités. Clément Beaune, les fonctionnaires, nombre de fonctionnaires en augmentation. Emmanuel Macron avait promis 120 000 postes en moins. En 7 ans, on est à 180 000 postes en plus. Je vous donne d'autres chiffres sur les fonctionnaires. Oui. Plus 22% le nombre de fonctionnaires par rapport à 97. Plus 45% dans la fonction publique territoriale. Alors, je veux bien, mais là, il y a peut-être des économies à faire. Mais encore une fois, en ne remplaçant pas, par exemple, le fonctionnaire qui part à la retraite. Oui, alors encore une fois, je ne vais pas faire mesure par mesure. C'est le gouvernement qui va construire son budget. On va essayer de l'aider, pas seulement pour l'année prochaine, mais pour les années qui viennent. Bien sûr, mais l'emploi public, c'est une partie de la question, une partie des sujets d'économie. Moi, je prends la structure que je vais fusionner. On va faire un certain nombre d'économies de postes en rapprochant deux structures. Donc moi, je ne suis pas du tout hostile aux fusions, au non-remplacement, à des économies de budget et de postes. On peut les faire dans un certain nombre d'endroits de l'État. Il faut juste être honnête, et c'est honnête en tant que citoyen. Bon. Quand on dit les fonctionnaires, il y en a trop, on entend beaucoup ce discours. Quand vous demandez aux gens ensuite, sujet par sujet, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a trop d'infirmiers et d'infirmières ? Probablement pas. Est-ce qu'il y a trop de policiers et de gendarmes ? Probablement pas, on en recrute davantage et on a raison. Est-ce qu'il y a trop d'employés municipaux ? Est-ce qu'il y a trop de personnel administratif dans les hôpitaux ? Est-ce qu'il y a trop de... Enfin bon, je vous donne la liste. Probablement, aussi. Mais il y a des ministères, moi je vous le disais, j'ai travaillé au ministère des Finances, un des ministères qui a fait le plus d'efforts ces dernières années, et c'est légitime, c'est le ministère des Finances à travers les douaniers. Bon, quand on a un marché unique européen, d'ailleurs c'est un des bénéfices, comme on n'a pas de frontières comme on avait il y a 30 ans, et ben on a moins de douaniers, il y a eu des économies de plusieurs milliers d'emplois ces dernières années dans les douanes françaises. Les impôts ont chaque année, qui collectent l'impôt, les agents des impôts ont fait des efforts énormes, et il y a eu beaucoup de non-remplacements de postes parce qu'on a informatisé, simplifié les procédures. Donc dans l'État, on sait faire un certain nombre de choses. Et vous avez raison de le dire, pas pour stigmatiser, mais parce que c'est forcément une des parties du problème et de la solution, les collectivités locales. Un des travaux que je lance dès maintenant, que je l'ai présenté la semaine dernière, c'est de faire des comparaisons européennes, parce que parfois il faut aller chercher ailleurs les bonnes idées. Il y a beaucoup de pays européens, l'Allemagne notamment, qui a maîtrisé beaucoup mieux que nous les dépenses sociales et dépenses locales. On ne sait pas tout, mais par exemple par des règles de non-remplacement, par des baisses de dotation, ça peut faire des économies aussi. Donc on va regarder ça, pas de manière agressive. Moi je ne crois pas à la tronçonneuse ou au rabot, mais je crois qu'il y a des bonnes pratiques dans les pays européens qui sont un peu comme nous, ils sont attachés au modèle social, ils sont attachés à l'emploi public, ils aiment protéger leurs concitoyens et avoir de la solidarité. C'est pas le modèle américain, c'est pas le modèle chinois, et pourtant ils ont réussi à faire des économies. Bien. Votre budget, 20 millions d'euros, c'est ça ? Oui, au total, sur les deux structures, c'est à peu près 20 millions d'euros. Et combien de salariés ? C'est à peu près 80 salariés aujourd'hui. 80 salariés à plein temps. Oui. Fonctionnaires à plein temps. Pas que fonctionnaires, il y a des agents qui ont des contrats et des fonctionnaires aussi, les deux, c'est à peu près à parts égales. Bon, vous êtes haut commissaire au plan, Clément Beaune, et candidat à la mairie de Paris ? Alors, non. Aujourd'hui, je suis au commissaire au plan. Pas aujourd'hui, mais je suis précis. J'ai été nommé il y a un mois. Je suis engagé dans cette tâche. Vous voyez, ça me passionne. J'ai lancé beaucoup de travaux et je compte pas les abandonner. J'ai à côté de ça, c'est pas nouveau. Je ne mens à personne. Un engagement politique et un engagement politique qui est à Paris. Je vais pas l'abandonner. Donc, je continue à voir des militants, à faire des réunions publiques, à participer à la vie de mon parti politique, qui est Renaissance, et je m'engagerai dans cette campagne. J'ai pas encore décidé comment. Voilà, et ça je vous le dirai à l'été. Peut-être candidat. Vous n'écartez pas la possibilité d'être candidat. J'écarte aucune possibilité, et être candidat, Jean-Jacques Bourdin, pour aller jusqu'au bout de la transparence, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Vous avez sur le temps tête, quand on dit candidat, une tête de liste, mais une élection municipale, je rappelle que c'est une liste. Oui. Ce sont des arrondissements, peut-être que le mode de scrutin va changer d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une liste, ça c'est sûr. Et donc on peut être aussi engagé à une place sur une liste. On n'est pas forcément tête de liste, mais en tout cas, ce qui est sûr, ça je ne le cache à personne, c'est que ça m'intéresse
Paris de m'y impliquer politiquement, je m'y engage. Et quand on est allé aux élections, une fois j'ai gagné, une fois j'ai perdu, c'est la vie démocratique, ça s'arrête pas comme ça. Eh bien, c'est pas pour dire aux gens, je suis venu faire un tour pour 2 ans, mais ça m'intéresse pas. Donc je m'impliquerai. Est-ce que vous soutiendrez Rachida Dati ? Écoutez, moi je suis pas contre quelqu'un ou qui que ce soit, je suis d'abord pour un projet. Oui, ça non, mais c'est important parce que ça peut faire des différences. Oui. Par exemple, j'ai entendu Madame Dati sur la question des transports, que je connais bien, dire qu'elle voulait revenir sur la politique des dernières années, rouvrir les voies sur berge. Bon, moi c'est pas mon projet, c'est pas celui de ma famille politique. Madame Dati, elle est engagée à Paris depuis longtemps. Je crois que c'est un mystère pour personne que ça l'intéresse et elle y est légitime pour sa famille politique. Mais c'est pas ma famille politique. Et donc moi, vous ne la soutiendrez pas. Moi, ce que je dis simplement... Est-ce que vous la soutiendrez ? On prendra cette décision collectivement. Moi, ce que je vous dis très clairement, c'est qu'il n'y a aucune raison, quand on est dans un parti et dans un socle commun, comme on dit parfois, mais qui est en fait le bloc central d'abord, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, le Modem, je souhaite que ça soit qu'il y ait un candidat de notre famille politique qui... à côté de Rachida Dati, qui sera candidate, ça c'est sûr. Elle vous le dira, je vais pas parler à sa place. Elle sera candidate. Mais je vais vous le dire autrement. À côté d'elle, un candidat du bloc central. Moi, c'est ma préférence. Pourquoi ? Parce que ça serait quand même bizarre que dans la capitale de la France, alors qu'on a des élections municipales importantes en 2026, notre famille politique, notre sensibilité politique, notre courant politique ne soit pas représenté. Il y a des gens issus de ce courant qui sont, comme M. Bournazel, qui sont aussi intéressés et candidats. Il faut regarder ça. Je ne sais pas qui ce sera. Mais ce que je dis, c'est que c'est bizarre que les socialistes sont en train de choisir un candidat, les écologistes ont investi un candidat, Mme Dati a repris sa carte à LR, LR aura un candidat, l'extrême droite aura des candidats, que notre famille politique qui a 6 députés à Paris, c'est pas rien, aujourd'hui ne soit pas représentée sous ces couleurs, je trouverais ça dommage. Oui, dommage. Oui, Rachida Dati, vous ne la portez pas dans votre cœur. Mais c'est pas une question. Si. Non, mais vous voulez interpréter. C'est pas une question personnelle. Moi, je respecte les gens et leur engagement. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je reproche rien à personne, mais vous pourrez me poser la même. Personne. Non, mais à personne en général. Je parle de ses choix politiques, de ses décisions, vous pourriez me poser la question de son action au Conseil de Paris. Vous pourriez me poser la question sur un autre candidat comme M. Béliard. C'est pas ma famille politique, c'est pas contre quelqu'un. J'appartiens à une famille politique. J'ai fait ce choix depuis 2016. J'estime que nous avons des valeurs, des idées qu'il faut porter nous-mêmes. Bien. Puisque je parlais de Rachida Dati, la réforme de l'audiovisuel public est indispensable selon vous ? Moi, j'ai compris qu'elle était décalée, abandonnée, je ne sais pas. On sait pas. Elle avait déjà changé. J'étais venu à ce micro, Jean-Jacques Bourdin, pour vous dire, j'étais député, que j'étais pas convaincu par l'idée d'une structure unique qui aurait effacé la radio, la télévision notamment. Je comprends que le projet a évolué depuis, parce que maintenant on parle plutôt d'une holding, c'est-à-dire une structure au-dessus de la radio et de la télévision pour refaire un certain nombre de synergies, comme on dit, de mutualisation, notamment sur la question du numérique. Donc c'est déjà un projet différent de celui qui était débattu l'an dernier. Ça, pourquoi pas ? Mais je comprends qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé que c'était pas la prioritaire dans les débats parlementaires. 86 millions d'euros de déficit quand même. Oui, mais alors, on peut rentrer dans le détail. Est-ce que c'est par la holding que vous comblez le déficit ? Est-ce que c'est par la holding que vous êtes plus fort sur le plan numérique ? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le gouvernement a estimé que, par exemple, la réforme du mode de scrutin démocratique à Paris, c'était plus urgent, que les débats sur notre budget, c'était plus urgent. Vous êtes favorable, d'ailleurs, à la loi PLM ? Oui, je pense que c'est une avancée démocratique d'avoir ce mode de scrutin où vous avez une personne qui est tête de liste pour la ville. Il ne faut pas écraser les arrondissements non plus. Moi, je crois que c'est de la proximité, c'est important. Et puis surtout, moi, je l'ai dit dans mon récent ouvrage, je pense que la vraie réforme à Paris, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est la réforme du Grand Paris. Moi, je crois qu'il faut élire un maire du Grand Paris. Alors, un maire du Grand Paris qui réunisse Paris et toutes les communes environnantes. De la petite couronne. Oui, moi j'y crois beaucoup, parce que c'est la bonne échelle. On parle logement, on parle transport, on parle frein à l'emploi. Si vous faites pas ça à l'échelle de la métropole aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le périphérique n'est plus une frontière. Mais le périphérique est une frontière terrible. C'est un mur social et culturel entre Paris et sa banlieue. Moi, je suis un Parisien depuis 43 ans. J'ai vécu dans différents quartiers de Paris, y compris en proche banlieue. C'est absurde d'avoir encore ce mur qui nous sépare. Si vous voulez faire une politique du vélo, une politique du logement, une politique culturelle, c'est l'échelle du Grand Paris et c'est l'histoire de Paris. C'est une anomalie que depuis 150 ans, Paris n'est plus cru sur le plan politique. Et donc aujourd'hui, la bonne échelle, j'en suis convaincu, d'ailleurs c'est une intuition qu'a eu le président Sarkozy et tous ses successeurs, créons un réseau de transport à l'échelle du Grand Paris, il arrive, et donc créons l'échelon politique qui va avec. La loi PLM, pourquoi pas, mais c'est une étape vers cette réforme que je pense indispensable. Merci Clément Beaune d'être venu nous voir. Il est 8h57. Patrick Roger, juste après les informations de 9h.